Le grand oral RTBF le soir. Jacques Reimers. Madame, Monsieur, bonjour. Heureux de vous retrouver pour un nouveau grand oral, une nouvelle émission. Et en ce jour de foire du livre de Bruxelles, nous allons parler de liberté, de la liberté d'écrire, de s'exprimer, de dire, de circuler aussi, avec une journaliste, une ancienne de l'équipe de Charlie Hebdo, une jeune femme qui depuis le 8 janvier 2015, depuis plus de 4 ans, vit sous protection policière. Nous recevons Zineb El Razoui. Bonjour. Bonjour. On vous reçoit dans ce contexte très particulier, jamais sans escorte. Vous sentez-vous encore libre aujourd'hui? Vous êtes dans un studio de radio et de télévision de dire ce que vous voulez, vous, en tant que femme, aujourd'hui? Eh bien, si l'État français nous fournit une protection policière, qui est un service public, je le rappelle, fourni par la police nationale, ce n'est pas pour protéger ma petite personne, mais pour protéger ma liberté de ton. Et lorsque je pense à tous nos confrères à travers le monde qui prennent des risques pour faire ce métier et qui n'ont aucune protection, je me dis que moi, j'ai le devoir, encore plus, de l'ouvrir grand comme ça, puisque justement je suis protégée. Donc, ceux qui veulent entraver ma liberté de parole, en réalité, sont beaucoup moins libres que moi dans leur tête. Eh bien voilà, le ton précisément est donné. Dans un instant, Zineb, nous allons débattre ensemble de votre présence à la foire du livre de Bruxelles et puis aussi de l'actualité. Mais avant cela, que peut-on encore dire de vous ? Bonjour Béatrice. Bonjour. Béatrice Delvaux, éditorialiste en chef au journal Le Soir. Et vous, pour le mot-clé que vous avez choisi pour Zineb, c'est la vie malgré tout. Oui, parce qu'on va beaucoup parler de l'entrave qui est faite à sa circulation, à sa manière de pouvoir s'exprimer. Enfin, bien que je crois qu'il faut beaucoup de choses pour l'empêcher de dire ce qu'elle pense, mais je me suis dit que ce qu'elle dégage aussi, c'est une farouche volonté de vivre. C'est pas quelqu'un qui apparaît comme rabougri ou qui elle est solaire, elle est vivante, elle est extrêmement vivante. Et donc ça, je pense que c'est aussi un message qu'elle lance en même temps que le message qu'elle porte sur les dérives de l'islam quand il vire à l'islamisme et quand il interdit, quand il pose ses interdits sur la vie des autres, mais parce qu'elle-même incarne une espèce d'appétit furieux de vivre qu'elle continue à avoir envers et malgré toutes les entraves dont elle fait l'objet. Un autre point de vue, c'est celui de vous, Jean-Pierre. Bonjour. Bonjour. Jean-Pierre Jacquemin, directeur de l'information à la RTBF. Et vous, Jean-Pierre, le mot-clé que vous avez choisi, c'est anticlérical, car notre invitée est aussi une militante laïque. Oui, Béatrice a dit solaire, vivante, je dirais aussi affamée, mais dans le sens peut-être bouffeuse de curés, d'imams, de rabbins, avec véhémence, avec radicalisme bien sûr, parfois pour certains avec manque de respect pour les convictions d'autrui. On verra avec vous dans quelques instants quels sont vos ressorts et quelles sont vos limites. Je pense que c'est tout un programme. Un portrait dans lequel vous vous reconnaissez, Zineb. Alors, l'envie de vivre et l'anticléricalisme sont des choses qui me définissent, oui, parce que quand on a vu ces amis passer par les armes pour avoir mené une lutte commune, eh bien, d'abord on culpabilise d'être encore en vie alors que les autres sont morts, et puis on se dit si je suis encore en vie, c'est que j'ai peut-être des choses à accomplir, et donc je vis. Vivre est une victoire. Et l'anticléricalisme, eh bien alors là, bouffeuse d'imams, revendiquée depuis toujours et pour toujours, jusqu'au jour où nos imams deviendront des gens qui nous respecteront, qui cesseront de mettre des fatwas contre nous, le jour où ils accepteront que des femmes vivent librement. Ce jour-là, les imams deviendront peut-être mes amis, mais tant qu'ils n'acceptent pas les gens comme moi, je les combattrai jusqu'à mon dernier souffle. Pareil pour les curés et les rabbins ? Pour toutes les religions ? Alors, les curés et les rabbins, je dois avouer que moi, personnellement, ayant grandi au Maroc, je n'ai pas beaucoup subi d'interdits ou d'oppression de la part des curés et des rabbins. J'ai l'impression quand même que les fatwas qui menacent la vie des gens sont plutôt le fait des imams aujourd'hui. Même si les religions ont toutes, on va dire, ce potentiel de produire, d'entraver la liberté. Mais aujourd'hui, il me semble quand même qu'il y a un problème spécifique avec la religion musulmane qui, elle, fait couler du sang.
Et pour compléter à votre introduction, de quoi allons-nous encore parler dans cette émission Zineb El Razoui? Eh bien, dans notre dossier, nous parlerons de la femme, de son corps et des contraintes que certaines religions font peser sur lui. Le corps et la religion, ce sera d'ailleurs le thème d'un festival que nos médias, le soir et la RTBF, organisent ensemble à Flagey. Ce sera le week-end prochain. Et puis, il y aura aussi notre séquence à la place 2, dans laquelle nous vous demanderons de prendre la place de Catherine Moreau, que vous ne connaissez peut-être pas. Ah si, elle a fait couler beaucoup d'encre en Europe et on en a entendu parler même en France. Eh bien voilà, donc la bourgmestre de Molenbeek, ce sera donc dans notre séquence à la place 2. C'est parti pour 45 minutes, nous sommes en radio sur la première, sur l'ensemble de nos plateformes digitales et puis aussi en télévision sur la 3. Et tout d'abord, la première raison donc pour laquelle nous vous avons invité, c'est parce que vous êtes ce week-end présente à la foire du livre de Bruxelles, avec aussi Boualem Sansal qui est l'invité d'honneur. Le romancier algérien était ce vendredi l'invité de la matinale de la première. S'attaquer à l'islamisme, c'est quelque part s'attaquer à l'islam, mais c'est quelque part s'attaquer aux communautés musulmanes vivant dans ces pays. C'est très difficile. Tout est lié selon vous. Voilà. Et donc, ils ne peuvent le faire que de manière pédagogique et lente. Et discrète. Sinon, il créerait évidemment des tensions au sein de ces sociétés très préjudiciables. Voilà. Donc la gestion de l'islamisme et de l'islam est très très difficile. Il faut inventer une ingénierie pour ça. Alors, où on utilise la violence, comme on l'a fait dans les pays arabes, on réprime, on gère ça au canon et à la mitraillette. On va vers la guerre, vers l'éradication, où on essaie d'accompagner gentiment, en contrôlant, en évitant les dérapages et en espérant qu'avec le temps, la chose va se résorber. Boualem Sansal, qui dans son dernier livre, Le train d'Erlingen, dénonce la mainmise de l'extrémisme religieux et l'aveuglement des gouvernements occidentaux face à l'islamisme. Lui aussi serait tenté de dire, Béatrice Delvaux, à propos de notre invité. Oui, mais je pense que vous avez un rapport particulier à Boualem Sansal. Vous ne dites pas que c'est votre héros à vous, que c'est quelqu'un que vous admirez? J'ai une immense affection, une immense admiration pour l'homme et l'intellectuel qu'est Boualem Sansal, oui. Ça veut dire que dans le petit groupe, est-ce qu'il y a des connexions entre le petit groupe des gens qui ont pris comme quelque part mode de vie de se battre contre les excès de l'islam? Parce que c'est ce qu'il racontait vendredi, il l'expliquait très très bien à la RTBF en expliquant combien finalement toute sa vie aujourd'hui est une série de rencontres qui sont faites pour dénoncer ce qu'il appelle être les dangers de l'islam. Ce n'est pas un mode de vie, c'est un sacerdoce. C'est un mode de vie qui nous est imposé. Parce qu'à la base, quelqu'un comme Boualem Sansal, c'est quelqu'un qui ne demande qu'à dire ce qu'il pense, qu'à écrire, qu'à vivre normalement. Alors, j'ai eu l'honneur de le rencontrer à plusieurs reprises et je vois à chaque fois un homme debout, un homme probe, un homme d'une intelligence rare et un homme d'un courage inouï, puisqu'il faut le rappeler, Boualem Sansal vit en Algérie et il continue aujourd'hui à être l'une des voix les plus brillantes dans le monde sur ce combat qui est crucial pour nous. Quand je dis nous, c'est-à-dire nous, nés sous l'étiquette islam, nous n'ayant pas eu le choix d'être musulmans ou pas, nous à qui on dénie le droit d'être des libres penseurs, nous à qui on dénie le droit de quitter cette religion qui nous est imposée et qui viole nos droits. C'est un combat qui pour nous est un combat de dignité, de vie ou de mort, dans le cas de plusieurs d'entre nous, et Boualem Sansal le mène remarquablement bien. Est-ce que le livre suffit? Visiblement pas, parce qu'en fait, finalement, vous êtes presque plus connue ou impactante par vos prises de position que par les livres que vous écrivez, qui sont peut-être lus de façon plus resserrée. C'est peut-être le cas aussi pour Boualem Sansal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la prise de parole est nécessaire pour accompagner le livre. Mais bien sûr, et c'est pour ça que des gens comme nous saisissons toutes les tribunes qui s'offrent. C'est parce que nous voulons que notre message parvienne, qu'il soit compris. Alors, évidemment, malheureusement, nous sommes dans une société où les gens qui regardent les écrans sont plus nombreux que ceux qui lisent, mais tous les supports sont bons, en effet, pour faire parvenir ce message, pour le
faire comprendre, pour le populariser, le vulgariser, et pour crier notre détresse aux gens, leur dire arrêtez d'être victime de cette propagande qui consiste à vous dire que l'islam est quelque chose qu'il ne faut pas critiquer. Pourquoi diable l'islam serait la seule idée de l'histoire des idées qu'il faudrait soustraire éternellement à la critique? Et on précisera d'ailleurs que votre livre, le dernier livre que vous avez rédigé, c'est un manifeste qui s'appelle Détruire le fascisme islamique, voilà un titre qui est tout à fait évocateur. Tout à fait, avec une polémique qui l'a accompagné, qui n'était pas relative à ce que vous dites ou à ce que vous écrivez, mais à l'éditeur chez qui vous êtes, parce qu'évidemment Boualem Sansal écrit chez Gallimard, ce qui lui donne une espèce de reconnaissance ou d'adoubement par la société intellectuelle, disons, traditionnelle. Il y a une espèce de canal officiel par lequel il peut passer pour dire ce qu'il dit, qui est aussi subversif ou abrasif que ce que vous dites. Vous êtes imprimé chez Ring et il y a eu un incident à la foire du livre jeudi après-midi où on accuse un peu Ring de publier des écrits de la fachosphère, ce qui nuit évidemment alors à la parenté ou à la compagnie dans laquelle vous seriez présente. Alors, la différence entre ce que j'écris et ce que Boualem Sansal écrit est une différence majeure. D'abord, lui, c'est un auteur de fiction qui écrit des romans. Moi, mon livre, c'est un livre de combat, c'est un pamphlet. Un pamphlet, aujourd'hui, qui a un titre pareil, est très difficile à être édité en France. D'ailleurs, vous savez, mon livre, vous ne le trouvez pas dans toutes les librairies. Il est boycotté par des circuits de distribution. Ça me ramène à toute mon expérience chez Charlie Hebdo. Et c'est pour ça que je suis extrêmement prudente avec les étiquettes de fachosphère qu'on accole partout. Je n'oublierai jamais que nous, les journalistes de Charlie Hebdo et ce journal avons été accusés d'être un journal d'extrême droite par tous ceux qui ont inlassablement mis des cibles dans notre dos jusqu'à la tuerie finale. Aujourd'hui, je fais quand même remarquer que toute personne qui s'avise de tenir un discours qui sort des rangs sur l'islam est systématiquement accusée d'être un facho. Et par ailleurs, quel est ce procédé qui me demande à moi de me justifier sur le contenu d'autres auteurs que je ne connais pas nécessairement publiés chez le même éditeur? Est-ce qu'on demande aux éditeurs, par exemple, de Tariq Ramadan, est-ce qu'on les accuse d'être des frères musulmans? Est-ce qu'on demande aux autres auteurs qui publient chez les mêmes éditeurs de se justifier sur ce que M. Tariq Ramadan publie chez le même éditeur? Zineb, ça ne vous dérange pas néanmoins que grâce à l'apport financier que votre ouvrage va ramener dans les caisses de cet éditeur, il publiera peut-être des auteurs qui sont réellement d'extrême droite? Il reste à démontrer que Ring est un éditeur d'extrême droite ou qu'il y a des auteurs d'extrême droite. Moi, j'aurais préféré que l'on cite des noms plutôt que de parler dans le vague. Moi, personnellement, mon expérience avec Ring a été une expérience à une maison d'édition qui ne s'est jamais mêlée du contenu éditorial de mes livres, qui n'a jamais essayé d'influer de quelque façon que ce soit sur le contenu de mes livres, qui m'a laissé une liberté éditoriale totale, et je pense que c'est le cas aussi avec les autres auteurs. Alors, Ring est une maison d'édition qui l'affiche, qui n'est pas une maison d'édition qui est dans la bien-pensance ambiante. C'est une maison d'édition qui a pris le parti de publier des gens qui ne sont pas forcément publiés ailleurs. Alors, il y a moi, il y a Walid El-Husseini, il y a par exemple Papacito, qui est auteur de BD, qui a un style très masculin, un genre... Vous n'auriez rien doute, vous quitteriez la maison d'édition. Très particulier. Écoutez, moi, je suis responsable et je suis comptable du contenu de mes livres et en aucun cas du contenu des auteurs qui publient chez Ring. Enfin, c'est un procédé absolument inadmissible. Merci à vous, Zineb. La mise au point est bien entendue. Il y a une autre actualité aussi à propos de laquelle nous avons eu envie de vous interroger aujourd'hui. C'est la fameuse Ligue du LOL, une petite communauté de personnes qui ont mené des campagnes de cyberharcèlement, ciblant le plus souvent d'ailleurs des jeunes femmes. Et voici ce qu'en disait notre chroniqueur vendredi, François Gemène. Cette Ligue du LOL s'est produite dans un milieu de journalistes. Ce sont des comportements qu'on voit partout ailleurs. Et malheureusement, dès l'école, cette question du harcèlement, en France, 10% des enfants se disent harcelés à l'école, 5% des enfants sont reconnus comme harceleurs. Et donc, il y a finalement aucune surprise à ce que ce type de comportement se poursuive à l'âge adulte. Et bien entendu, ici, puisque ce sont des journalistes, l'affaire a davantage de publicité, mais je pense que ça devrait être l'occasion d'une véritable réflexion sur le harcèlement qui, comme on le voit, peut briser non seulement des carrières, mais aussi des vies.
François Gemène, qui est chroniqueur, mais aussi professeur à l'Université de Liège. Alors, qu'en pensez-vous, vous, Zineb, vous qui avez 30 000 followers sur Twitter, un canal, un réseau sur lequel vous recevez d'ailleurs souvent des menaces. C'est avec vous, Jean-Pierre Jacquemin. Oui, est-ce que finalement, ces réseaux sociaux ne devraient pas être interdits ? Moi, je ne suis pas pour interdire tout ce qui dysfonctionne ou tout ce qui nous déplaît. Les réseaux sociaux sont aussi un support fantastique lorsqu'on y met un contenu intelligent. Moi, je dirais sur cette affaire de la Ligue du LOL, étant une abonnée, une coutumière du harcèlement en ligne, et ce depuis fort longtemps, et d'ailleurs des contenus qui tombent sous le coup du pénal, qui ne sont pas simplement des contenus méchants qui me critiquent ou qui me disent des choses qui me déplaisent. Non, on parle de menaces de mort caractérisées, de menaces de viol, etc. La différence entre les menaces que je reçois et le harcèlement qui est commis par la Ligue du LOL, c'est que dans mon cas, on cherche toujours les auteurs. On les a pas démasqués, on n'a pas dit leur nom sur la place publique, et ils sont donc toujours à ce jour impunis pour ce qu'ils ont fait. On ne les cherche pas suffisamment ? Bien, écoutez, il y a des plaintes, il y a une instruction en tout cas qui est ouverte devant la justice en France, mais vous savez comment c'est. Les gens qui commettent ce type de comportement en ligne, généralement ne brillent pas par leur courage. Ils font ça derrière l'anonymat d'un pseudo et le confort de leur canapé derrière leur écran. Et donc, souvent, il est difficile de les trouver, surtout lorsqu'ils sont à l'étranger, par exemple. Et alors, l'argumentation qui a été faite en disant attendez, c'était des vannes, c'était des caricatures. Quand on vient de Charlie Hebdo, on sait ce que c'est que la vanne, on sait ce que c'est que la caricature, on sait ce que c'est que le trait, le dessin, la punchline qui peut être méchante. Comment est-ce qu'on fait la part des choses ? Comment est-ce qu'on fait la différence entre une vanne méchante et une caricature d'inspiration politique, par exemple ? D'abord, les vannes doivent être faites à visage découvert, publiquement. On doit dire son identité, et que lorsqu'on vanne quelqu'un, lorsqu'on le caricature. Deuxièmement, les vannes ad hominem, cachées comme ça, sous pseudo, et qui attaquent non pas les idées, par exemple, d'une personne, mais sa probité, son physique, ce qu'elle est. Ça, c'est quelque chose qui est inacceptable. Et ce type d'argument qui consiste à s'en prendre aux individus, les harceler, mais par pure méchanceté, ensuite de dire mais enfin c'était une blague, enfin c'est quelque chose de pas sérieux, surtout de la part de journalistes qui quand même normalement sont formés sur les questions relatives à la liberté d'expression et ses limites. Et pourquoi des femmes essentiellement ? Ce sont essentiellement des femmes qui sont ciblées. Pourquoi des femmes et pas des hommes ? Ah ben ça c'est peut-être la question philosophique qui devrait le plus occuper l'humanité. Et votre réponse à vous ? Pourquoi est-ce que depuis la nuit des temps, ce sont les femmes qui doivent endosser certaines choses ? Eh bien, ma réponse à moi, c'est que malheureusement, l'égalité homme-femme est une lutte qui nécessite encore que l'on s'engage pour elle, puisqu'on voit que même dans des milieux extrêmement cultivés, des milieux qui sont censés être la crème de la crème, les milieux journalistiques français, eh bien, on voit des comportements misogynes, on voit que les femmes sont une cible plus facile pour ces messieurs que peut-être quelqu'un qui va riposter avec la même testostérone. Donc, et puis d'ailleurs, le milieu du journalisme reste, en France en tout cas, un milieu très majoritairement masculin, peut-être pas en termes de nombre, mais plus on monte dans les échelles de responsabilité dans les rédactions, moins on retrouve de femmes. Alors, on va rester sur Twitter. J'ai été voir votre profil, j'ai été le lire, et vous avez écrit à côté donc de votre profil « Fiché L ». Ça veut dire quoi, L ? Alors, fiché L, c'est... On L, connaît le fichier L, S en France, donc les moi, je personnes... suis fiché L, c'est-à-dire L de laïcité. Moi, j'avais compris liberté. Liberté, si vous voulez, mais laïcité par rapport à S, sécurité, moi, en tout cas, je suis fiché L, laïcité, et vous avez raison. Fiché LOL. Liberté. Eh bien, la suite du grand oral de Zineb El Razoui, ancienne journaliste de Charlie Hebdo, à présent, c'est notre questionnaire. C'est une séquence pour mieux vous connaître, en connaître un peu plus sur vous, sur notre invité. Pourquoi vous avez commencé votre carrière de journaliste chez Charlie Hebdo ? Pourquoi ce choix ? En fait, je n'ai pas commencé ma carrière de journaliste chez Charlie Hebdo. J'ai commencé ma carrière de journaliste au Maroc, dans un journal qui n'existe plus, qui a été fermé manu militari par le régime marocain en janvier 2010 et qui s'appelait le Journal hebdomadaire, qui était le grand méchant loup à l'époque de la presse marocaine et qui, je le rappelle, en 2006, avait été accusé
faussement par le régime marocain d'avoir publié les caricatures du prophète aussi. Ce qui était complètement faux, puisque de toute façon, c'est impossible à faire au Maroc. Mais par la suite, lorsque j'ai perdu cette famille journalistique, cet espace, ce petit espace de liberté dans un pays où il n'y a pas beaucoup d'espace de liberté comme le Maroc, eh bien finalement, c'était mon parcours tout à fait naturel d'atterrir à Charlie Hebdo. Les gens qui travaillaient à Charlie Hebdo, je pense qu'aucun d'eux n'a été recruté en envoyant un CV, une lettre de motivation. Je pense d'ailleurs que personne à Charlie Hebdo n'a jamais vu mes diplômes, ni n'a vérifié la véracité de ce qu'il y avait dans mon CV. Les gens qui étaient là sont arrivés là à la suite d'un combat. Alors il y avait le Snapin qui se battait pour les animaux, il y avait des écologistes, il y avait des gens qui avaient une certaine vision de l'économie. Moi, mon combat, c'était la laïcité et c'était la spécificité de la défense de la laïcité, de la sécularisation dans les pays musulmans. Et donc voilà, c'est ainsi que j'ai atterri dans cette famille professionnelle qui finalement était une famille naturelle pour moi. Et le 7 janvier, lors de l'attentat, le 7 janvier 2015, vous n'êtes pas là, hein, vous êtes au Maroc en vacances, et puis vous allez quitter Charlie Hebdo un peu plus tard. Pourquoi vous avez quitté l'hebdomadaire ? Vous savez, au lendemain des attentats, tout traumatisés que nous étions, tout meurtris que nous étions tous déterminés à rester au journal, à continuer à le faire. Malheureusement, la tournure que les événements ont prise après les attentats, mais la tournure interne, là on ne parle pas de Charlie Hebdo en tant que symbole, en tant que ligne éditoriale, on parle vraiment de Charlie Hebdo en tant qu'entreprise de presse. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des différends, parce que nous étions le journal le plus endetté, le plus indigent de France, qui n'avait même pas de quoi payer un reportage à 200 €. Au journal probablement le plus riche de France. Mais toutes ces richesses étaient concentrées entre très peu de mains. En tout cas, il y avait un différend entre la rédaction et la direction sur la façon de gérer le journal. Et il y a eu des départs successifs de nombreux survivants. Je n'étais pas la seule. Il y a eu moi, il y a eu Catherine, Luz, Patrick Pelou, Solène Chalvon, Toré. Énormément de journalistes ont quitté la rédaction. Alors aujourd'hui, je le dis toujours, je suis encore Charlie, je serai éternellement Charlie, l'esprit Charlie, mais je ne suis plus membre de l'entreprise Charlie Hebdo. Alors un mot encore sur votre condition de femme super protégée. On dit de vous que vous êtes la femme la plus protégée de France. Comment vit-on ça au quotidien ? D'abord quand on est une jeune femme et puis vous êtes aussi une maman. Bien, écoutez, il s'agit ni plus ni moins que d'une... En fait, c'est une prison ambulante, puisque vous n'avez pas le droit, le loisir de prévoir des choses au dernier moment. Tout doit être organisé bien à l'avance, même un café avec un copain. Vous n'avez pas d'intimité. C'est-à-dire que même quand vous allez au supermarché pour acheter des choses intimes, eh bien vous êtes toujours accompagné par quelqu'un. Ces personnes savent qui sont vos parents, ce que vous faites, qui sont vos amis. Et puis... Mais je dis toujours que la protection policière est une chance, c'est un privilège. Je ne veux pas apparaître comme quelqu'un qui se plaint de cette protection policière, alors qu'en réalité, elle est un privilège. Je me plains plutôt du contexte absolument absurde contre lequel nous devons tous nous révolter, qui impose à quelqu'un comme moi, qui n'a jamais fait de mal à une mouche, qui n'a jamais rien dit d'illégal, de se promener avec des hommes armés en plein cœur de Paris. Et puis, par rapport à mon enfant, puisque vous avez dit à juste titre que j'étais maman, mon enfant est encore petit, n'a pas encore conscience de ces choses-là, mais je me pose moi-même la question, que vais-je dire à mon enfant ? Comment vais-je expliquer à mon enfant cette présence permanente et armée qui jalonne le quotidien à l'année ? Vous pensez que ça va s'arrêter ? Vous le pensez ? Et quand on voit Salman Rushdie, qui vient donc de célébrer, le mot n'est peut-être pas bien choisi, mais 30 ans donc de fatwa, le 14 février. Alors justement, c'est quelque chose qui est inédit, c'est une épée de Damoclès. Et c'est là que moi je dénonce l'hypocrisie de tous ces tenants, tous ces turiféraires de l'islam en Europe qui nous disent « Ah non, mais moi je suis un imam modéré ». Avez-vous entendu le moindre d'entre eux dire
Unissons-nous pour lever la fatwa contre Salman Rushdie. Unissons-nous pour lever les fatwas contre Zineb El Razoui. Condamnons au contraire, mettons une fatwa sur ceux qui ont mis la fatwa. Excommunions cela. Personne ne dit jamais ça. Ils sont tous là à crier à la victimisation, à crier à l'islamophobie, plutôt que de voir le quotidien tragique de ceux des libres penseurs de l'islam. Donc moi, je dénonce là une hypocrisie, je dénonce une alliance même passive avec finalement le terrorisme. C'est-à-dire vous avez des gens qui ont pignon sur rue, qui sont des gens écoutés, qui ont un rôle dans la société, qui vont vous désigner, qui vont dire « Ah, cette personne, elle insulte l'islam, elle ne le respecte pas. » Et ils vous livrent comme ça en pâture aux plus enragés de leurs co-religionnaires, du type de ceux qui ont tué mes collègues à Charlie. Et donc, oui, malheureusement, je pense que je ne pourrai revivre sans protection policière que le jour où nous aurons tué, non pas les individus, mais où nous aurons tué l'idéologie, cette idéologie criminelle qui aujourd'hui fauche des vies en Europe, y compris des vies d'enfants et des vies d'innocents. Voilà donc pour quelques éléments de la vie de notre invité. Nous sommes avec Zineb El Razoui, journaliste ancienne donc de Charlie Hebdo, et nous la recevons dans le cadre de la foire du livre de Bruxelles. Et dans un instant, c'est notre séquence à la place 2, et c'est juste après ceci. Le grand oral RTBF le soir. Jacques Remers. Et dans cette séquence, nous vous demandons ce que vous feriez à la place d'une autre personnalité. Et nous avons choisi la bourgmestre de Molenbeek, Catherine Moureau. Elle a succédé il y a quelques semaines seulement à Françoise Schepmans, qui était bourgmestre de cette commune bruxelloise au moment des attentats de Paris et de Bruxelles. Quelle est, Zineb, la première action que vous mettriez en œuvre si vous étiez bourgmestre d'une commune comme celle-là pour lutter contre la radicalisation ? D'abord, est-ce qu'elle souhaite vraiment lutter contre la radicalisation ? Parce que si c'est le cas, eh bien, il y a des pistes. Nous pouvons l'aider. Nous, libres penseurs et laïcs, nous pouvons vraiment qu'elle ne veut pas le lui faire ? proposer. Je me permets quand même d'émettre un doute. Parce que moi, personnellement, si j'étais à sa place, j'éviterais d'abord de m'allier politiquement avec les communautaristes. Je préférerais plutôt faire la promotion de l'universalisme. Parce que vous savez, le communautarisme, même lorsqu'il se présente avec un visage tolérant, au mieux, il va considérer l'autre comme son prochain, comme quelqu'un qui vit à côté, mais qui n'est pas pareil. Seul l'universalisme permet de considérer l'autre comme son semblable, malgré sa différence. Donc, Madame Moureau a tort de s'allier avec le communautarisme parce qu'elle est en train de nourrir un monstre qu'il sera probablement difficile de gérer dans l'avenir. Et je lui conseille, moi, de protéger la liberté de ceux qui ne veulent pas faire partie du communautarisme, de protéger ceux qui ne veulent pas se plier aux diktats communautaires. Je lui conseille de se pencher sur l'école. Je lui conseille de considérer les Belges, les citoyens belges de sa communauté comme tous à égalité, plutôt que de dire aux gens, vous savez quoi, définissez-vous avec votre portion congrue. En réalité, ce qui définit les gens n'est pas ce qui les différencie. Avec votre propos radical, en colère, qu'on entend bien, est-ce qu'on peut vous demander à un moment s'il y a quelque part dans l'islam quelque chose que vous garderiez, ou est-ce que finalement il n'y a, à vos yeux, que de mauvais musulmans ? Ah, mais je n'ai jamais dit qu'il n'y avait que de mauvais musulmans. D'abord, ma colère est une colère construite, calme, sereine, profonde, qui sait où elle va. C'est un sujet que je connais, qui me caractérise, qui s'est tellement entremêlé à mon parcours qu'aujourd'hui, il est difficile que je m'en mêle encore les pinceaux sur ces choses-là. Il n'y a pas que des mauvais musulmans. Les musulmans, d'abord, qu'est-ce que c'est ? Si ce sont des gens qui sont nés dans la culture islamique, alors il y a lieu de se demander si moi-même, je ne suis pas une musulmane. Il y a autant de musulmans différents que d'individus que l'on peut comptabiliser statistiquement dans cette religion. Mais est-ce que vous faites encore la différence entre l'islam, l'islamisme, le wahhabisme d'Arabie Saoudite ? Est-ce que vous faites encore une différence entre les différents courants, entre les modérés et les radicaux ?
si on se met à énumérer les courants de l'islam, une émission ne suffirait pas. Ce qu'il est intéressant de dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une profonde crise philosophique dans la civilisation islamique. On ne peut pas nier aujourd'hui que les courants radicaux, c'est-à-dire le wahhabisme, c'est-à-dire le frérisme, qui a d'ailleurs le vent en poupe ici en Europe et qui se présente Donc les un peu comme un islam, exactement, en Égypte, représentés entre autres par Tariq Ramadan. Voilà, exactement, sont des courants qui ont pris le dessus sur l'islam qui était un peu sécularisé, que l'on pouvait encore observer dans le monde musulman jusqu'aux années 70. Lorsque vous regardez l'album photo de n'importe quelle famille musulmane, vous regardez les tantes, les photos noir et blanc, les femmes avaient des mini-jupes, elles étaient habillées à la mode occidentale, elles avaient des pattes d'éléphant et on voyait leurs cheveux. Les photos aujourd'hui, tout le monde porte le voile. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que Mahomet est arrivé dans les années 80? Justement, qu'est-ce qui est arrivé? Parce que Boualem Sansal disait vendredi matin, il disait dans le fond, il y a une espèce de syndrome de Stockholm. Il dit que les musulmans qui ne sont pas prêts, qui n'étaient pas destinés à devenir radicaux ou à se soumettre à cette nouvelle vision de l'islam plus radical qui est propagée par certains, il dit il y a un phénomène de soumission. Eux-mêmes, ils sont paternalisés, ils sont maternisés. Ils ont un syndrome de Stockholm qui fait qu'à un moment donné, ils se soumettent à quelque chose qu'ils n'arrivent pas à dénoncer. Est-ce qu'il y a une espèce d'hypnotisme Ce qui est arrivé, c'est que cette orthodoxie qui est en train de monter dans l'islam fait que de plus en plus de gens ont eu accès à la lecture des textes et les textes, contrairement à ce que prétendent les islamistes, les textes sont des textes qui radicalisent. Comment peut-on prétendre qu'une religion rédigée par des bédouins il y a 15 siècles dans le désert, qui pratiquait la loi du talion, qui considérait que les femmes sont inférieures aux hommes, qui considérait qu'il fallait combattre les juifs, les chrétiens et toute forme d'animisme, comment peut-on considérer que cette religion-là puisse nous apporter des choses en termes de gestion de la cité aujourd'hui? Donc, tous ceux qui continuent à nous dire que l'islam est une religion très respectable et qu'elle est même une religion d'une extrême modernité, qu'elle est valable ad vitam aeternam et qu'elle est même une constitution, sont des gens qui nous mentent, qui ne veulent pas notre bien et qui, en fait, veulent nous faire prendre les vessies pour des lanternes. Et qui est-ce qui, à Molenbeek, excusez-moi, dans les écoles, qui à Molenbeek doit porter cette parole, en fait? Alors, tout le monde doit porter cette parole. Moi, je ne pense pas que ce sont les gens qui sont nés dans l'islam qui doivent porter cette parole. Il n'y a pas de raison pour que moi, je pense différemment de vous. Ce que nous pensons ne doit pas être régi par notre ADN ou par notre héritage. Moi, je pense que ceux qui sont nés dans l'islam méritent les Lumières, méritent aussi de s'émanciper du joug de la tradition et de la superstition qui fait régner une chape de plomb, une chape noire sur tous les pays où l'islam a le pouvoir coercitif. Connaissez-vous une seule théocratie islamique qui soit une démocratie? Connaissez-vous une seule théocratie islamique qui respecte les droits sexuels? On pourrait dire que théocratie et démocratie ne vont jamais ensemble. Ne vont jamais ensemble. Donc vous voyez, on ne va pas se mentir, les religions sont les ennemis de l'universalisme. Elles sont les ennemis de nos droits. La religion, amen, on veut l'accepter, on peut l'accepter lorsqu'elle ne sort pas de la case qui lui est allouée, une spiritualité personnelle, mais qui se soumette aux lois et qui ne s'impose pas aux autres. Ça, oui, mais dès que la religion prétend avoir quelque chose à apporter en termes de gestion de la cité, eh bien, on n'en veut plus. Eh bien, vous venez de parler de religion, vous venez de parler de cité, c'est précisément notre dossier. Elle est parfaite, Zineb, pour faire les enchaînements. C'est notre prochaine séquence, en effet, et nous allons nous projeter dans cet événement qui aura lieu le week-end prochain à Flagey, en région bruxelloise. Cet événement, c'est donc un festival, un colloque organisé par Le Soir, la RTBF, l'ULB, la VUB et Flagey à Flagey. C'est donc la religion dans la cité. Plus de 50 femmes qui vont y prendre la parole. Alors, cette parole, je vous la cède tout de suite, Béatrice, vous qui êtes une des chevilles ouvrières de ce festival, de cette organisation. Le thème cette année, c'est le corps et la femme. Expliquez-nous. Alors Jacques, justement, je dois vous reprendre parce que le thème de cette année, c'est le corps et la religion. La particularité, c'est qu'on a demandé à 50 femmes soit d'en débattre, soit de l'exprimer artistiquement. Il y aura non seulement des colloques, mais il y a aussi des ateliers. Il y a des ateliers liés à la mode, un peu comment la mode habille le corps et comment la religion contraint ou autorise et comment elle gère l'effet de mode. On aura un atelier aussi sur le yoga parce qu'on pense que tout ce qui tourne autour du yoga est une nouvelle spiritualité, une manière de se réconcilier, d'entrer dans son corps
connexion avec son corps, mais surtout avec soi-même. Donc, est-ce qu'il y a là une matière religieuse dans la pratique de certaines formes de yoga? Et je voulais citer quelques personnes qui étaient là. Je voudrais rappeler d'abord que l'édition précédente, c'est 2 ans et demi, c'était à Flagey, c'était une première. Il y avait eu énormément de monde. On avait senti une effervescence autour du thème de la religion. Et cette fois-ci, on a, parmi les invités, on a Sherin Khankan, qui est la première femme qui a été imam au Danemark. On a Faouzia Charfi, qui est tunisienne et qui est docteur en physique, qui a écrit le livre La science voilée, ou Questions sacrées sur l'islam d'aujourd'hui. On a aussi Siem Belkodjia, qui est une chorégraphe tunisienne, qui va dans les villes et les villages, qui est présente en télévision, qui est une femme avec une personnalité extrêmement forte, jeune, formée chez Caroline Carlson, mais qui prendra la parole. On aura aussi Madame Shevchenko, qui est une des Femen. Il y aura aussi beaucoup d'intervenantes qui sont belges. Christiane Taubira, qui fera la lecture officielle. Et donc, l'idée est donc bien de voir de comment le corps est contraint ou muselé par la religion, mais tant pour les hommes que pour les femmes et ses différentes formes. Est-ce que c'est un thème qui vous parle, Zineb El Razoui, vous dont le corps est menacé tout simplement parce que vous avez osé tourner l'islam en dérision? Mais bien sûr, parce que dans le cas de la religion islamique, n'est-elle pas finalement aussi une immense entreprise pour contrôler le corps des femmes, le corps des hommes aussi, hein, mais quand même le corps des femmes surtout. Il n'est quand même pas anodin de voir aujourd'hui certains pays islamiques où les femmes portent un uniforme. Oui, un uniforme, notamment le voile, vous avez des propos très durs pour contre le voile islamique notamment. Mais tout à fait. Qu'est-ce que le voile islamique? D'abord, c'est un bout d'étoffe qui est censé empêcher les messieurs d'avoir du désir pour les femmes. C'est-à-dire, ça enlaidit la femme, lui enlève toute beauté, afin que les messieurs, qui sont donc par effet miroir considérés comme des violeurs potentiels, hein, comme des animaux sauvages qui ne savent pas contrôler leurs pulsions, et à qui il faut cacher l'objet de désir afin qu'il n'ait pas d'érection. Hein. C'est aussi trivial que ça, pardon de le dire, mais il faut quand même rappeler ce qu'est le voile techniquement. Et le voile, c'est quand même un uniforme imposé par la coercition à des millions, à des centaines de millions de femmes dans le monde qui, si elles décident de l'enlever, comme le cas des Iraniennes ou des Saoudiennes, elles sont châtiées physiquement sur la place publique. Donc, qu'on ne vienne pas me dire que le voile est un choix personnel, un choix anodin. Non, c'est un uniforme. Lorsqu'on voit des pays entiers où toutes les femmes sont couvertes de sacs poubelles noirs, là, on voit que c'est un uniforme. Vous pensez quoi que le corps... Qu'est-ce que dégage le corps qui met certains religieux tellement mal à l'aise? Il y avait une activiste féministe égypto-américaine, Mona Eltaoui, qui disait « Tous les religieux sont obsédés par mon vagin, c'est insupportable. » Mais qu'est-ce qui est si sulfureux ou si dangereux dans le corps? Mona Eltaoui, qui est l'une des féministes les plus remarquables aujourd'hui dans le monde et qui a d'ailleurs été agressée sexuellement sur la place Tahrir, parce que c'était aussi une femme engagée pour la démocratie et la libération du peuple égyptien. Son agression sexuelle était une façon de la briser, de l'humilier, de la briser politiquement, de la discréditer. Donc effectivement, moi je pense qu'il faudrait peut-être que les psychanalystes se penchent sur ce sujet. Je suis sûre qu'il y a une corrélation très intime entre le radicalisme religieux et la frustration sexuelle. Moi, je pense que quelqu'un qui est épanoui sexuellement ne tue pas des innocents pour avoir des vierges au ciel. Enfin, c'est absurde, cette histoire. Je vais juste préciser aussi que sera présent à Flagey, donc le week-end prochain, Seyran Ates, qui est une femme qui a créé une mosquée à Berlin, où elle permet aux hommes et aux femmes de prier l'un à côté de l'autre et où le niqab est interdit. Donc, pour dire aussi que ce sont tous des exemples de gens aussi qui ont une manière de libérer la religion des contraintes que certains lui imposent. Et je reviens un instant au voile, hein, Zineb El Razoui. Vous avez déclaré, on vous a reproché cette phrase, le voile fait partie du package idéologique qui mène au terrorisme. Est-ce que là, vous ne jouez pas un peu à la pyromane? Est-ce que des propos comme cela, ce ne sont pas des propos qui peuvent apparaître comme manquer de nuances? Non, absolument pas. Moi, je ne trouve pas que ce soit un propos qui manque de nuances. Je pense que ce qui manque de nuances, c'est justement faire un raccourci dans mon propos pour, encore une fois, généraliser. Ces propos-là ne veulent pas dire que toutes les femmes voilées sont des terroristes. D'ailleurs, si je disais une chose pareille, c'est simple, c'est faux.
c'est faux, sinon on serait quand même mal barré. Vous imaginez, il y a quand même des centaines de millions de femmes voilées dans le monde. Si elles étaient tous des terroristes, je pense que l'être humain aurait été exterminé depuis fort longtemps. Mais on ne peut pas nier que le voile n'est pas un habit anodin, c'est un habit idéologique. Il faut savoir que dans les sociétés où les islamistes font progresser leur idéologie mortifère, le voile est utilisé comme un élément de marquage visuel pour identifier les non-adhérentes à l'idéologie, les harceler et justement les soumettre de force à l'idéologie. Donc oui, le voile fait partie, sans conteste, du package idéologique de l'idéologie mortifère de cet islamisme-là, dont l'aboutissement le plus spectaculaire et le plus violent est le terrorisme, bien sûr. Est-ce que votre radicalité ne confine pas les gens dans la situation dans laquelle ils se trouvent? Prenons un exemple. Imaginons que vous ayez en face de vous une jeune femme qui commence à mettre le voile, qui se pose peut-être encore quelques questions. Comment est-ce que vous allez essayer de la convaincre en empathie, soit de changer de cap, soit de continuer à avancer dans une forme d'émancipation qui peut exister? Certains disent que le voile permet à des jeunes filles d'aller à l'université sans la contrainte familiale et de pouvoir s'émanciper de la sorte. D'abord, moi, je récuse complètement le mot radicalité. Dans mes oreilles à moi, le mot radicalité renvoie à des individus, à une idéologie que je combats. Alors, et qui est, on va revenir à l'anticléricalisme. Moi, je pense que je suis plutôt une personne qui n'a pas de langue, qui n'y va pas par quatre chemins, certes, parce que moi, je ne prends pas mes interlocuteurs ni pour des débiles mentaux, ni pour des gens qui sont incapables d'accéder à l'universalisme, ni pour des gens qui vont systématiquement activer leur ceinture d'explosifs parce qu'ils ne sont pas contents de ce qu'ils entendent. Je dis les choses avec sincérité, telles que je les entends. Et dites-le maintenant un peu avec empathie. Alors, si je parlais à une jeune femme, ce qui m'arrive très très souvent, qui est en train de se voiler et qui pense qu'elle est là dans quelque chose qui confine au choix. Dans ce que vous avez dit, il y a quand même quelque chose de grave. Vous me dites, le foulard permettrait peut-être à une femme européenne d'aller à l'université en dehors de toute contrainte familiale. Mais ces contraintes familiales, cher monsieur, nous sommes en démocratie. Nous, les femmes ici, sont des citoyennes belges, des citoyennes françaises, européennes qui ont des droits. Personne n'a le droit de les contraindre à porter le foulard. Sinon, c'est une violence qui est faite à ces femmes-là. Le droit les protège. C'est comme si nous disions, nous allons fermer les yeux sur une femme qui a l'œil au beurre noir parce que si on lui fait remarquer, elle va se cacher chez elle. Aucune femme en Europe ne doit être obligée par quiconque à porter quoi que ce soit. Si maintenant c'est elle qui décide de porter ce foulard-là, eh bien... Arrivons au mot d'empathie. Moi, j'ai envie de dire à cette femme-là qu'elle se penche sur le sort de ses congénères, de ses consoeurs, femmes, dans les pays où elles sont... châtiées, elles sont chicotées, elles sont fouettées parce qu'elles ne portent pas le foulard. Et j'ai envie de lui dire aussi de se poser la question, pourquoi est-ce que les contraintes vestimentaires masculines en islam, on n'en entend jamais parler? Vous savez que l'islam interdit aux messieurs de porter la soie, de porter l'or et l'argent, et de montrer toute la partie qui va du haut du nombril jusqu'au bas des genoux. Pourtant, on n'a pas quelque chose qui s'appelle le bourre-caleçon, c'est-à-dire le caleçon islamique avec lequel on nous bassine sur les plages. Les islamistes portent les mêmes shorts que vous, messieurs. On n'a personne qui a cassé des bijouteries parce qu'elles vendent des gourmettes aux messieurs. On n'a pas eu de grève d'ouvriers qui dénoncent la présence de fibres en soie dans leur uniforme. Les obligations vestimentaires pour les hommes en islam, tout le monde s'en fout. Par contre, pour les femmes, on en fait une affaire d'État. Et c'est là qu'on voit que c'est quelque chose qui contrôle le corps et la sexualité des femmes et que ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Et on va en terminer ici. Donc, pour ce débat, il y aura donc des choses à dire. Donc, le week-end prochain à Flagey, le débat, il est bien lancé par Zineb El Razoué. Je rappelle donc la religion dans la cité. C'est le 22 et le 23 février. Et c'est donc à Flagey. Et on termine avec la personnalité que vous avez choisi de mettre à l'honneur, Zineb, et vous avez choisi Sam Touzani, le comédien, le metteur en scène. Oui. Expliquez-nous pourquoi. Parce que c'est, je crois, mon Belge préféré, de loin d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai une immense admiration, parce que c'est un homme, c'est un visage connu pour tous, mais tous ne savent pas que c'est aussi un soldat de l'ombre qui œuvre pour une multitude de causes nobles, et c'est un faiseur de choses. C'est quelqu'un que j'ai croisé dans plusieurs luttes pour la démocratie au Maroc, pour
la laïcité, pour la liberté d'expression. Et puis c'est quelqu'un qui a un talent incroyable et à qui je voulais dire à votre antenne toute mon affection, tout mon amour et toute mon admiration. Eh bien voilà, on le salue donc Sam Touzani, auteur du One Man Show Liberté, Égalité, Identité. Merci à vous Zineb, merci Béatrice, merci Jean-Pierre, merci à toute l'équipe qui a préparé cette émission. Le Grand Oral revient le week-end prochain.